Il est 20h12 sur Europe 1. Nous sommes dans Europe 1 Soir Week-end. Viennent de s'installer Gabrielle Cluzel. Merci d'être là. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir Pascal. Éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, et Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonsoir Pascal. Merci d'être là ce soir. Régis Le Sommier, on va commencer à parler de l'Ukraine et de la position de la France avec l'Ukraine et la position de la Russie. Régis Le Sommier, je suis très heureuse de vous avoir en studio. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était aussi dans ce studio, mais par téléphone, puisque je le racontais à Gabrielle et Olivier il y a un instant. Vous étiez du côté russe et vous entendiez les missiles passer, vous voyez les drones au-dessus de votre tête. J'étais sur un parking assez froid, c'était la nuit et voilà, et c'était pas aussi confortable qu'aujourd'hui. Non, Voilà. on est bien d'accord. Voilà. Et vous êtes allé en Ukraine également, Régis Le Je Sommier. suis pas allé du tout en Ukraine. Non. Moi, j'étais sur le front de Koursk. Juste sur Donc Koursk. j'ai été, j'étais sur le front de Soudjar, et plus exactement, c'est la partie que les Ukrainiens occupent sur le territoire de la Russie, environ 500 km² encore aujourd'hui. Voilà. Bon. Et ça va ? Moi, ça va. Oui, c'était très intense. C'était un reportage un peu particulier parce qu'on était avec une unité de dronistes, c'est-à-dire des gens qui sont des très jeunes soldats spécialistes des drones. Et je me suis rendu compte à leur contact pendant 11 jours qu'en fait ces gens-là sont au centre de la guerre aujourd'hui. C'est eux qui font le plus de morts, c'est eux qui font le plus de dégâts, qui détruisent le plus de blindés des deux côtés, côté ukrainien comme côté russe. Et aujourd'hui, la guerre elle a complètement changé. On peut plus faire de grandes offensives parce que les drones arrivent et puis ils détruisent tout. Voilà. Et c'est des jeunes, un peu comme des ados de chez nous. Ils mangent des pizzas, ils boivent du Red Bull. Ils ont un rythme de vie et ils jouent aux jeux vidéo assez fréquemment. Mais ce sont des espèces de petits génies qu'on envoie en petits commandos comme ça dans les bois pour aller jusqu'à 20 km frapper l'adversaire sur ses positions, sur son arrière. Même on a à un moment, c'était une station essence que ceux avec qui j'étais ont détruite. Voilà, c'est assez incroyable de voir en direct cette nouvelle guerre drone-artillerie, la combinaison des deux toujours, mais où le fantassin a moins la place qu'il avait avant, et on est dans une dimension d'un autre type, avec aussi, pour la plupart des soldats, ce qui est intéressant, 2 ans et demi d'expérience. Donc des gens qui ont vu mourir leurs camarades, qui sont extrêmement endurcis. Là, on peut parler de envoyer nos troupes en Ukraine. On va en certes, parler, justement. mais on est face à un type de soldats qui ont vécu 2 ans et demi de guerre déjà. Ouais, voilà. Qui ont déjà 2 ans et demi de guerre dans les pattes. Jean-Noël Barrot ne fixe pas, et ça c'est quand même assez nouveau, et c'est pour ça qu'on avait besoin de votre expertise, Régis Le Sommier, ne fixe pas de ligne rouge face à la Russie. Il n'exclut pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. D'abord, sur ce point, effectivement, la stratégie de la France est en train d'évoluer. Oui et non, elle est confirmée, mais souvenez-vous, le 2 mai dernier, c'est à peu près exactement ce qu'avait dit Emmanuel Macron quand il avait laissé entendre qu'il pouvait envoyer, il y avait même un papier du Monde à l'époque où il disait « je vais envoyer des mecs à Odessa ». C'est ce que disait Le Monde. Après, ça avait été démenti par l'Élysée, enfin bref, propos rapportés. Mais en tout cas, lui avait dit « nous n'avons plus de ligne rouge ». Déjà à l'époque, il n'y avait pas cette idée des missiles d'autoriser les missiles de longue portée. C'est donc la différence. Là, la France suit l'exemple des Américains qui ont donné l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser leurs missiles Attack-MS, des Anglais qui ont utilisé et qui ont donné l'autorisation d'utiliser leurs missiles Storm Shadow, et nous arrivons en 3e. Pour le moment, à ma connaissance, aucun missile Scalp, donc à longue portée, n'a été encore utilisé sur le territoire de la Russie. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais en tout cas, ce que vous avez vu, c'est que ça a provoqué une réaction chez Vladimir Poutine avec l'usage d'un premier missile, qui est vraiment un missile longue portée. Non, mais c'est surtout un missile qui normalement porte des têtes nucléaires, qui va à 3 km à la seconde. Et en ce moment, ce que je trouve très inquiétant, c'est, je regarde un petit peu, je suis un peu ce qui se passe aussi sur les télés russes. Commence à mettre des cartes et expliquer que on pourrait frapper Paris en moins de 20 minutes. Mais ça, il l'avait déjà fait. Pardon, mais oui, ça, il l'avait déjà fait. Souvenez-vous du bout de la guerre en Ukraine, Régis Le Sommier, à la télévision russe, on s'amusait, on disait qu'en 2 secondes, on demandait aux invités de choisir la ville qui voulait détruire en premier. Donc des choses, des dingueries comme ça existe. Ça. Mais évidemment, mais ça existe, mais c'est une sorte de conditionnement. Vladimir Poutine a, par contre, ce qui est nouveau par rapport à l'époque des premières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes, c'est que Vladimir Poutine a expliqué et a changé la doctrine, a modifié la doctrine nucléaire russe
en y ajoutant une composante qui est qu'un pays non nucléaire aidé par des puissances nucléaires peut être frappé par un tir nucléaire. Donc ça c'est nouveau et sous-entendu évidemment c'est l'Ukraine. Pardon Régis Le Sommier, moi j'ai suivi, pas comme vous évidemment, la guerre en Ukraine. J'ai l'impression que la menace nucléaire c'est le dada de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'à chaque fois il agite le chiffon rouge. C'est dangereux quand même, non Je pense que c'est dangereux. Alors je ne crois pas qu'on en soit encore à ce stade, mais c'est des choses, vous savez, il faut quand même se considérer que là on a franchi dans les 3 dernières semaines un certain nombre d'étapes qui vont vers la confrontation, la principale étant l'autorisation par Joe Biden d'utilisation de ces missiles longue portée et immédiatement par les Ukrainiens quelques heures plus tard sur la région de Bryansk l'utilisation de ces missiles ATACMS, donc une sorte d'illustration. Donc là on est passé à un stade jusqu'à présent qui avait été refusé à l'Ukraine. Souvenez-vous, Volodymyr Zelensky s'était rendu à Washington, ensuite il avait assisté aux réunions de l'ONU, il avait été demandé à Joe Biden spécifiquement cet usage et Joe Biden à l'époque l'avait refusé. Là on sent bien qu'il y a de la part de Joe Biden peut-être l'idée de laisser une guerre plus compliquée à Donald Trump qu'elle ne l'est à Donald Trump, peut-être précipiter les choses, internationaliser le conflit. Vous savez, il y a on parle beaucoup des Nord-Coréens. Alors bon, ils seraient sur le front de Koursk. Moi, j'y ai passé 11 jours. J'ai vu des Colombiens, j'ai vu des Sri Lankais, j'ai vu en mercenaires, j'ai vu même un Chinois spécialiste des drones qui travaille avec les forces russes. Mais je n'ai pas vu de Nord-Coréens. Mais peut-être qu'il y en aura. En tout cas, il y a une volonté en disant il y a des Nord-Coréens, ils vont envoyer des Nord-Coréens, d'internationaliser le conflit. Et puis après, on rappelle que l'Iran a aussi fourni des missiles balistiques, que l'Iran a fourni surtout ces fameux drones Shahid qui ont eu une efficacité redoutable. Donc cette fourniture d'armes dirait que le conflit est internationalisé. Il l'est déjà de facto aussi avec l'aide que nous apportons à l'Ukraine depuis le début. Donc finalement, la vraie question c'est qu'est-ce qui va, si les choses s'aggravent, qu'est-ce qui peut déclencher ou le feu nucléaire, ou en tout cas une riposte réelle? Est-ce que les Russes vont frapper des bases autres qu'en Ukraine? C'est ça la vraie question. On parle d'une base américaine en Pologne. Donc tout ça est dans l'équation. On sent en tout cas qu'on n'a jamais été aussi proche d'un conflit, cette fois-ci, entre la Russie et l'OTAN. Ah oui, entre la Russie et l'OTAN. Et là, les choses s'aggravent. Est-ce que le vœu pieux d'une guerre résolue diplomatiquement du président Zelensky est totalement enterré? Écoutez, en 2025? Le problème de Zelensky, c'est qu'il a dit ça et la semaine suivante, il a dit nous allons frapper, les missiles frapperont, ce ne sont pas des mots, etc. Donc il manie un peu le chaud et le froid. Moi, je pense que par contre, on peut sans trop s'avancer, dire que l'hypothèse d'arrêter la guerre en Ukraine en moins de 24 heures est mise comme promesse électorale par Donald Trump semble un petit peu illusoire aujourd'hui. Ça va pas se passer comme ça. Les choses vont, on va voir. Il y a encore 2 mois, mais 2 mois qui vont être quand même très compliqués parce que on sent qu'il y a quand même des gens qui poussent à la guerre des 2 côtés. Et Donald Trump de facto arrive le 20 janvier avec une promesse de paix. On n'est plus dans cette escalade. Est-ce que Vladimir Poutine va accepter aussi cette paix? Parce que là aussi, moi je reviens du front en Ukraine et Russie. Actuellement, c'est catastrophique pour l'Ukraine. C'est vraiment catastrophique. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Je pense que Monsieur Barrot, dont j'ai écouté les propos, ne prend pas assez en considération qu'il y a un véritable risque d'effondrement du front en Ukraine. Chaque jour, les Russes qui reprennent des villages, plus que des villages, des bourgs, et il y a un certain nombre de forteresses comme Pokrovsk, Toretsk, et peut-être même Sloviansk et Kramatorsk, qui sont à risque, c'est-à-dire ce sont les dernières forteresses ukrainiennes du Donbass qui sont à risque, peut-être même avant la fin de l'année. Donc si tout ça est conquis par les Russes, il n'y a plus d'obstacles naturels qui viendraient se glisser entre eux et le Dniepr, et l'Ukraine pourrait à ce moment-là perdre encore plus de territoire. Là, elle a perdu 20% de son territoire, ça pourrait aller jusqu'à 30%. Donc là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'Ukraine négocierait dans des conditions extrêmement périlleuses et négocierait peut-être une capitulation. Ce qu'il faut arrêter, je pense que l'option Trump de négocier dès maintenant, ça veut dire préservons au moins
une Ukraine avec une capacité d'être un pays. Ne préservons pas un pays en lambeaux, complètement détruit et défait militairement. Régis Le Sommier, je voudrais avoir votre sentiment de grand reporter. Vous êtes allé sur le terrain, vous connaissez très 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 bien ce dossier. Est-ce que les frontières de l'Europe vont bouger? Est-ce que finalement l'Ukraine a perdu, quelles que soient les configurations? Moi, je crois que l'Ukraine a perdu, c'est une vérité. Maintenant, les frontières de l'Europe, j'ai discuté plusieurs fois avec des officiers russes ou avec des gens qui font la guerre depuis 2 ans. Leur préoccupation, envahir la Pologne ou les pays baltes, n'est pas du tout dans leur préoccupation. L'un d'entre eux me disait, vous savez, on a 17 millions de kilomètres carrés en Russie, on n'a pas besoin de terres supplémentaires, et surtout, pourquoi irions-nous envahir des pays qui nous sont hostiles? La Russie, c'est 141 millions d'habitants. Le marché européen, enfin l'Europe, c'est 550 millions d'habitants. Donc, je vois pas l'intérêt. Enfin, en tout cas, eux exprimer cette idée que pourquoi irait-il annexer à nouveau les pays baltes ou la Pologne ou la Roumanie? Donc ça, je pense qu'il y a une espèce de surenchère. Puis, faut rappeler qu'historiquement, ces pays ont été en effet occupés de façon très dure et de façon même épouvantable dans certains cas par la Russie. Mais ça, c'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons signé les accords de Yalta qui ont divisé le monde et qui ont donné l'Europe de l'Est à la Russie. La Russie y est allée pour défaire l'Allemagne nazie, et ensuite on a cautionné ça par un traité que nous, occidentaux, avons signé. Donc la volonté expansionniste de la Russie à l'Est, elle a existé, mais si vous voulez, aujourd'hui, ils ont quand même eu depuis 2 ans et demi beaucoup de difficultés en Ukraine pour gagner. S'ils gagnent cette guerre, ce qui semble vraiment apporter, hein, on le voit. Vous savez, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est le moral des soldats. Vous êtes avec des gens qui ont 2 ans et demi de guerre derrière eux. J'ai pas toujours vu ça. C'est mon 5e séjour. Ils ont la banane, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont gagner. Et je vous le dis, hein, le soldat russe, qui est quelqu'un d'assez peu expressif d'habitude, là vous sentez qu'il y a vraiment. Et bon, j'étais sur le front de course, qui est un peu particulier parce que l'Ukraine a osé, de façon très audacieuse, attaquer le territoire de la Russie. C'était pas arrivé depuis 1941. Beaucoup de Russes qui se sont engagés au moment, après le 6 août, après l'attaque de l'Ukraine, aujourd'hui, sont sur le front, parce que pour eux, c'est une insulte de la part des Ukrainiens d'être présents encore sur le sol de Russie. Mais vous voyez que, voilà, ça fait partie ils sont dans une dynamique de victoire, économiquement. Ils ont largement résolu des problèmes qu'ils avaient au début. Ils ont changé leur économie. Ils ont rationalisé leur armée. Au début, il y avait 3 corps d'armée avec des difficultés de coordination. Aujourd'hui, il y en a qu'un seul. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, et la Russie a beaucoup appris de ses erreurs. Elle a fait beaucoup d'erreurs dans cette guerre, et aujourd'hui, elle n'est pas. C'est très, je veux dire, la dernière fois que l'Ukraine a repris une position, ça doit remonter à il y a 6 mois. On n'est plus dans une dynamique, et on voit bien que la dynamique, elle n'est pas du côté ukrainien. Voilà. La dynamique s'est inversée. Et nous, la France, où se positionne-t-on dans ce conflit? Je voudrais qu'on écoute Jean-Noël Barrot. L'Ukraine doit pouvoir neutraliser des cibles militaires en Russie lorsque ces cibles permettent à la Russie d'agresser les Ukrainiens. C'est un principe de légitime défense, et il est reconnu par le droit international, même avec des missiles s'il le faut. 2300 soldats ukrainiens ont été formés et équipés dans notre pays. C'est la première fois que nous formons une brigade complète de soldats étrangers depuis la Première Guerre mondiale. Et opérationnelle de Ces soldats vont rentrer en Ukraine dans quelques jours pour regagner le front, armés par des équipements français. Et dans quelques semaines, c'est le Mirage français qui volera dans le ciel de l'Ukraine. Alors, voilà les mots du chef de la diplomatie française, Régis Le Sommier. On était en train de discuter dans ce studio et se dire, mais nous, si on envoyait des troupes, que peut faire la France? Est-ce que écoutez, que peut-on faire? Moi, je vais quand même rendre hommage à l'armée française, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle en Afrique, en reportage, sur Barkhane, sur Takuba, sur les différentes missions, sur plusieurs années. On a des soldats exceptionnels qui ont été capables justement de
conscrire la menace djihadiste, et c'est important en Afrique, mais entre la menace djihadiste qui consistait à traquer des groupes à travers le désert et affronter une armée russe qui a 2 ans et demi d'expérience, qui est retranchée avec des fortifications, qui maîtrise les drones comme personne au monde, y compris les Américains. Ce que vous dites, c'est qu'on serait dépassé, c'est ça. Si on envoie des troupes, si on envoie des armes, le Mirage 2000, c'est quand même un avion de chasse qui est glissant, c'est pas le Rafale. Hein. Non, c'est pas le Rafale, mais c'est un très bon avion. C'est pas un truc au rabais qu'on donnerait aux Ukrainiens. Hein. C'est pas comme nos AMX qu'on a un peu largué là-bas et comme beaucoup de pays ont envoyé leur vieux matériel. Non, là, on donnerait des choses qui seraient opérationnelles pour l'Ukraine. Encore que. Mais ça sert à quoi, Régis Le Sommier ? Ça sert, à mon avis, à se donner bonne conscience. Voilà, c'est ce que. Mais non, mais c'est ça. Ça sert à se donner bonne conscience. Sur la photo, non, je sais pas. C'est sur la photo, Gabriel Cluzel. Mais moi, je trouve que ce qui est assez incroyable, j'aimerais entendre le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, qui avait alerté la France depuis des années en disant attention, les guerres de haute intensité vont revenir, il faut s'y préparer. Personne ne l'écoutait, on rigolait quand il disait ça, parce que ça fait 15-20 ans qu'on faisait des guerres asymétriques en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, s'il avait une liberté de parole, ça serait intéressant de l'entendre parler sur notre capacité à être prêt. Si le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux Ukrainiens, c'est des hommes, parce que l'Ukraine manque d'hommes. L'Ukraine n'a pas de quoi. Non mais attendez, là, Gabriel Cluzel, on n'a pas si on voulait, c'est pas lui donner des armes. Sur le front c'est la mère de famille qui réagit en moi, mais la mère de famille, effectivement. Mais je pense qu'il y a peu de Français qui envisagent avec de gaieté de cœur envoyer leurs soldats sur le. Et vous m'aviez dit un jour, et ça m'avait beaucoup frappé, cette guerre, c'est Verdun plus les drones, et on n'a pas envie de revenir à Verdun, on ne sait plus faire ça, et les drones. Mais vous savez, souvenez-vous, quand on a fait Verdun, c'était la paysannerie française qui a fait gagner la France à l'époque. Donc des gens capables de rude. Et le nombre de morts, Régis Le Sommier. Et voilà, et des gens capables d'encaisser tous leurs camarades morts. Moi, les Russes ont une espèce de prédisposition. Enfin, c'est assez. On sent qu'ils sont quand même à l'aise là-dedans. Ils sont à l'aise parce que c'est chez eux, parce que ce sont des températures sibériennes l'hiver, parce qu'il y a la boue qu'il faut gérer. Enfin bref, toutes ces conditions-là, ils les maîtrisent. Nous, on n'a pas l'habitude de ces conditions-là et on n'a pas la constitution physique. Je vous le dis très honnêtement, si on doit faire envoyer la jeunesse de France, les conscrits, on n'est pas. On n'est pas. Non, mais Gabriel et moi, on est là. Non. Mais certaines personnes l'ont évoqué. Le général Desportes l'avait évoqué. On avait dit les fils et les filles de France devront. On parle de sacrifice. J'ai entendu Monsieur Kouchner parler de sacrifice. Je pense pas que Monsieur Kouchner, en dehors de sac de riz, ne soit allé véritablement au front. Alors si à Sarajevo peut-être à l'époque, mais en tout cas, ce qui demande de sacrifice. Mais ça veut dire quoi ? Et en plus, ça ne serait absolument pas décisif. Ça ne servira à rien. À mon sens. Régis Le Sommier, vous ne n'en avez même pas. Enfin, franchement, ce serait de la chair à canon, c'est horrible, hors de question. On oublie ça. Merci infiniment, Régis Le Sommier, d'être venu sur le plateau dans le studio d'Europe 1. Il est 20h30.